Je vais vous parler en effet du rôle fondamental que pourraient jouer les lieux d'accueil et d'éducation de jeunes enfants, donc le niveau avant l'école obligatoire, le niveau préscolaire. Je vais vous parler un petit peu Non. Bon, voilà. Oh là, ça fait deux en une fois. Voilà. Donc de ces lieux comme des lieux d'égalité des chances. Mais avant de le faire, je vais faire une petite parenthèse sur les politiques d'égalité des chances, où il y a quand même quelques questions à poser. Ensuite, je vais parler du potentiel de ces lieux par rapport aux enfants, par rapport aux adultes, mais aussi par rapport aux quartiers, par rapport aux environs, aux villes et aux villages, pour en arriver à quelques conclusions d'une perspective européenne. Donc je vais d'abord, voilà, donc ce que je vais dire sur le potentiel des lieux d'accueil petite enfance, c'est en bref, la conclusion serait qu'il y a peu de lieux dans nos sociétés qui peuvent agir en même temps sur les enfants, les parents et les communautés. Donc c'est quand même des lieux avec un énorme potentiel, sauf qu'il y a quand même quelques mais qu'il faut poser, des conditions qui devraient être remplies, des conditions d'accessibilité, des conditions de qualité qui devraient être remplies, qui ne le sont pas toujours. Mais avant de commencer là, je voudrais revenir à ce que... Bon, je vais voir la prochaine lien. Voilà. À ce discours sur l'égalité des chances, il y a quand même un changement de discours quand on parle, quand on réfléchit de ce qu'est une société juste. Et je reviens à ce qui a été dit juste avant le repas. Cette attention pour l'égalité de chances qui nous vient des philosophes contemporains égalitaristes comme John Rawls, qui a déjà été cité aujourd'hui, qui nous dit que l'inégalité est juste si elle n'est le résultat que de l'effort ou des choix personnels. On pourrait dire par une boutade, si on fait un marathon et on commence tous avec des chances égaux, alors si celui qui gagne le marathon gagne plus d'argent que celui qui est dernier, c'est juste si cela est le résultat d'un effort personnel, mais ce serait injuste si c'est parce que, par exemple, un des coureurs a des chaussures Nike fantastiques et l'autre va courir à pied nus. Donc c'est une philosophie qui dit que, bon, l'inégalité peut être juste, mais en fait c'est beaucoup plus compliqué que ça. Par exemple, et ça a été dit ce matin, le talent n'est pas distribué d'une manière équitable. Qu'est-ce qu'on va faire de ça? Mais ce que je voudrais dire ici, c'est que surtout, ce discours a été repris par des politiques nationaux et internationaux un peu dans des lieux différents. Là, on voit une citation de la Banque mondiale dans leur rapport sur the Human Opportunity Index, donc c'est le gros rapport qu'ils font de temps en temps sur comment va le monde, et c'est un conseil aux politiques. Le conseil aux politiques, c'est en fait de laisser tomber la philosophie de ce qu'appellent les anglophones equal outcomes, les résultats égaux, pour aller vers equal opportunities, des chances égaux. Parce que, disent-ils, quand on veut faire une société juste avec des résultats égaux, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la redistribution. C'est par les systèmes de taxation, par les systèmes de sécurité sociale. Il y aura toujours une bagarre politique. La gauche dira que ce n'est pas suffisant, la droite politique dira que c'est trop. Alors, au lieu de, parce que c'est de ça qu'il parle, au lieu de combattre la pauvreté, combattez la pauvreté enfantine. Parce que, quand on parle d'enfants pauvres, on n'a plus la discussion sur qui sont les pauvres qui méritent d'être aidés et qui sont les pauvres qui ne le méritent pas, parce que tout le monde sera d'accord pour dire que les enfants ne sont pas responsables de leur précarité et donc il y aura un consensus politique. Ça paraît logique et c'est ce que font la plupart des pays en Europe. On voit les dernières 10-20 années, on voit une attention particulière pour les lieux d'accueil petite enfance.
dans un souci d'égalité des chances, dans un souci d'une société juste, mais aussi dans un souci de combattre la précarité. Il y a quand même quelque chose qu'il faut réfléchir. Bon, un exemple pertinent de ça, c'est Irina Bokova. Irina Bokova, c'est la responsable de l'UNESCO qui, dans son discours d'ouverture de la première grande conférence internationale mondiale sur l'éducation préscolaire, dit « L'éducation préscolaire est the greatest of equalizers », l'égalisateur le plus important. Elle dit ça basé sur des recherches aux États-Unis, j'y reviendrai dans une minute, des recherches qui montrent que des enfants dans les ghettos de Chicago, dans les enfants noirs, donc, qui ont été dans des lieux d'accueil de merveilleuse qualité, et qu'on suit maintenant la vie de ces enfants qui sont devenus adultes, qui sont devenus parents. On suit la vie de ces enfants depuis 40 ans déjà, et on voit qu'aujourd'hui encore, ces adultes font mieux que ceux qui n'ont pas eu la chance d'accéder à ces lieux d'accueil. Moi, je me dis, comme simple scientifique, comment est-ce qu'on peut dire que c'est égalisant quand on parle des enfants pauvres à des enfants pauvres? Il faudrait comparer des enfants pauvres à des enfants riches pour dire que c'est égalisant. J'y reviens dans une minute. Mais ça a mené quand même à des politiques. En Angleterre, par exemple, je vais voir la dia, voilà, le rapport de Frank Fields, qui conseille le gouvernement britannique sur comment combattre la pauvreté enfantine, et qui dit que c'est l'éducation, beaucoup plus que le manque d'argent, qui est la cause de la pauvreté enfantine, ou qui est la cause de la transmission intergénérationnelle de la pauvreté. Donc ce qu'on remarque là, c'est quand même un côté de cette médaille. D'un côté de la médaille, il y a une attention nouvelle des politiques pour la petite enfance, je pense à juste titre, et j'y reviendrai. Mais d'autre côté, on voit qu'il y a là une dématérialisation de la pauvreté, comme si la pauvreté était uniquement le résultat d'une éducation manquée, et donc de la faute aux parents. On va voir la prochaine dia. Et moi, ça me fait penser à De Gérando. De Gérando, c'était un Français qui, au XIXe siècle, avait écrit un manuel, Le Visiteur du pauvre. Et Le Visiteur du pauvre, c'était un manuel pour les femmes de la bourgeoisie qui allaient faire de la charité dans les quartiers pauvres. Et elles avaient un gros problème, ces femmes. C'est de savoir si l'aumône était bien utilisée. L'aumône qu'elle distribuait, est-ce qu'elle ne servirait pas à s'acheter de la gnôle? Et donc c'est un manuel de 200 pages avec des astuces. Il faut par exemple, quand la dame qui a des jeunes enfants, elle vous dit, voilà, il faut m'aider parce que mon mari est malade, il ne peut pas aller travailler, nous n'avons plus de revenus. Il faut regarder sous le lit pour voir s'il n'y a pas de bouteille vide. Il faut voir s'il n'y a pas d'odeur de viande dans la maison, parce que s'il y a odeur de viande, il n'y a pas vraiment pauvreté. Et au début de ce livre, dans l'introduction, De Gérando écrit cette fameuse phrase: de toutes les causes de l'indigence, c'est l'éducation la plus importante, comme elle est aussi la plus importante raison de la délinquance. Donc il faut quand même cette attention renouvelée vers la petite enfance. Elle a un côté positif, mais il y a aussi un côté qu'elle est surtout avancée par les politiques qui n'investissent pas dans l'État-providence. Donc cela étant dit, il y a James Heckman, la graphique à gauche, elle vient de James Heckman, l'américain, basée sur ces vieilles études américaines, qui dit que le retour sur investissement est le plus important dans l'âge préscolaire. Chaque dollar qu'on investit dans l'éducation préscolaire rapporte plus que ce qu'on investit dans l'école primaire
de ce qu'on investit dans l'école secondaire. Et ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est plutôt une perte d'argent. Il est vrai que pour le développement de l'enfant, ce qui se passe avant l'âge obligatoire scolaire est très très important. Je ne crois pas que je dois vous en persuader, je vais tout à l'heure y revenir encore. Mais ce serait quand même dommage, en tant qu'éducateur, de laisser définir le sens de l'éducation par les économistes. Je crois qu'il y a quand même plus à dire sur l'éducation que le retour sur investissement. Je peux avoir la prochaine dia, voilà. Cela étant dit, il y a un an environ, pour la Commission européenne, fait un résumé de toutes les études longitudinales des dernières 20 années, donc les études où les enfants ont été suivis pendant de longues années. Et il y a quand même un résultat très clair, c'est que une éducation préscolaire de bonne qualité a des effets sur le développement de l'enfant qu'on retrouve dans l'école primaire, dans les résultats scolaires, des résultats cognitifs, mais aussi des résultats de compétences, sur les compétences sociales et émotionnelles de l'enfant, qu'on retrouve même au-delà de l'école primaire, et qu'on retrouve même au-delà de l'école primaire, même si l'enfant a eu une école primaire médiocre. Donc, ça n'est pas rien. C'est vraiment très important. Une des plus importantes études a été faite en Grande-Bretagne, l'étude EPSI. Je vais voir la prochaine dia. Et on pourrait résumer les résultats en 3 choses. Voici une graphique de cette étude. Ce sont donc des enfants qui, à ce moment-là, avaient 7 ans. On voit 3 catégories d'enfants. Enfants avec des parents avec un haut niveau d'éducation, moyen, et enfants de parents avec un faible niveau d'éducation. Ceux-ci sont les enfants qui n'ont pas été accueillis dans un milieu préscolaire de qualité, et ceux-là l'ont bien été. Donc, premier constat, tous les enfants font mieux après une éducation préscolaire de qualité. Tous. Les enfants du milieu favorisé aussi bien que du milieu défavorisé. Bonne nouvelle. Deuxièmement, les lignes sont parallèles. Ce n'est pas égalisant. Tout le monde fait mieux. Mauvaise nouvelle. Troisièmement, voici la ligne de ce que les instituteurs de l'école primaire attendent minimum pour qu'un enfant puisse avoir du succès dans l'école primaire. Et qu'est-ce qu'on voit? Les enfants de milieux favorisés passent toujours le seuil, qu'ils aient eu une crèche de bonne qualité ou pas. Les enfants de milieux moins favorisés ne la passent que quand ils ont eu une éducation préscolaire de qualité. Donc, ça veut dire que oui, ces milieux ont un effet sur tous les enfants, mais pour les enfants de milieux défavorisés, cet effet est significatif pour leur succès dans l'école primaire. Ça n'est pas rien. Voilà. Mais, ça c'est ce que montre la plupart de ces études, mais il y a quelques exceptions. Il y a l'exception française, par exemple. Il y a Caillé qui, il y a plusieurs années, quand l'école maternelle, l'entrée à l'école maternelle est descendue à 2 ans, a fait une grande étude sur les enfants qui entrent à l'école maternelle à 2 ans. Est-ce qu'ils font mieux dans l'école primaire que ceux qui n'entrent qu'à 3 ans? Et quand on contrôle pour le niveau socio-économique des parents, l'effet est nul. Pareil en Hollande, très spéciale la situation en Hollande. L'école maternelle commence beaucoup plus tard que dans d'autres pays, mais elle commence qu'à 4 ans. Et les crèches sont réservées uniquement aux parents qui travaillent, qui ont un emploi, parce que le financement des crèches est fait par le biais de l'employeur. Mais pour les enfants dénominés à risque, il y a d'autres espaces qui s'appellent Peuterspeelzalen,
des espaces ou des programmes spécifiques pour stimuler le langage, l'apprentissage du langage, les concepts pré-mathématiques, etc. Donc, où les enfants sont plusieurs demi-journées par semaine pour justement favoriser leur développement. Et après 15 ans d'investissement et autant d'études, une analyse de tous ces chiffres ont montré que l'effet était nul. Grand débat dans le Parlement. Donc, qu'est-ce qu'il faut en retenir? Oui, les lieux d'accueil et d'éducation préscolaire peuvent faire une différence très importante. Malheureusement, elles ne les font pas toutes. Donc il faut voir, mais quel type de lieu d'accueil avons-nous besoin? Voilà. Donc ça, au niveau des enfants, ce qui est généralement une bonne nouvelle si on fait attention et si on le fait bien. Mais il y a plus. Ce sont aussi des lieux de soutien social. J'ai fait plusieurs études ou des rencontres de groupes de parents, mais de parents très très différents, avec des parents en précarité, des parents riches, des familles monoparentales, des parents adoptants, beaucoup de sortes de parents, pour leur poser deux simples questions. Qu'est-ce qui rend la parentalité difficile et qu'est-ce qui aide? Et la conclusion simple, c'est qu'il n'y a pas de conclusion simple. C'est très différent d'un parent à l'autre. Un parent, par exemple, me dit oui, mais moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est ce livre, et elle nomme un livre qui, en Flandre, où je travaille, est très populaire, un livre plein de conseils pour les parents. Et puis l'autre mère, elle répond, ah, parce que vous avez des enfants comme dans ce livre. Ben, moi pas. Moi, je l'ai lu, ce livre, et je l'ai jeté à la poubelle parce que ça me rend dingue. Bien sûr qu'on peut être conséquent quand on a des enfants conséquents. Mais il y a une exception. Une exception, ce que la plupart, pour ne pas dire tous les parents, trouvent difficile, c'est le manque de temps. C'est le manque de temps. Comme disait une maman, moi je n'ai plus de temps de princesse. Dans le princesse, c'est le temps que je dois consacrer que à moi-même. Partie du temps de princesse. Et il y a une deuxième chose, c'est ce que la plupart des parents trouvent aidant, c'est ce qu'appellent les Anglais social support, le soutien social. C'est le soutien informel entre parents, même pas forcément entre amis, mais les discussions, le papotage et ce soutien informel. C'est de ça que je voudrais parler. Voilà. Une grande enquête, encore en Belgique, montre que le nombre d'heures que les parents passent seuls avec leur enfant, ça c'est la graphique, et on voit une distribution normale jusqu'à 7 heures. Et après 7 heures, il y a environ 20% des parents qui passent plus de 7 heures par jour seuls avec leurs enfants. Et pas tous, mais une grande partie d'eux disent que c'est infernal. Qu'on n'arrive plus à faire son travail ménager, qu'on n'a pas de temps pour soi-même et qu'on a peur de pas avoir une très bonne relation avec l'enfant. C'est le intensive mothering, le maternage intensif, mais aussi l'isolement social. Ça veut dire que ce soutien social si important n'est pas distribué d'une manière équitable. Ce qui est important, c'est le bonding et le bridging. Le bonding, ça veut dire qu'on se retrouve entre parents similaires. Par exemple, les parents adoptants trouvent ça très important d'être avec d'autres parents adoptants avec qui il ne faut pas trop expliquer les choses, on se comprend facilement. Mais autrement, le bridging est tout aussi important. C'est la rencontre avec des parents différents, avec qui on partage quand même quelque chose. Parce que quand on est mère pauvre, ensemble, ça peut être bien de se dire combien c'est difficile et de se reconnaître l'une dans l'histoire de l'autre. C'est important. Mais on reste quand même enfermé entre mères pauvres.
C'est pas là qu'on va avoir les ressources de savoir le prochain job qui sera annoncé, ou comment faire ceci ou comment faire cela. Bonding et bridging. Pour que ce soutien social puisse vraiment être un soutien. Quand il est vraiment un soutien, il peut être matériel. Ça veut dire échange de vêtements qu'on n'utilise plus, par exemple. Ça, c'est matériel. Ou j'arriverai pas à temps à la crèche parce que je dois faire des heures sup. Est-ce que tu peux prendre mon enfant, je viendrai le chercher dans une heure chez toi? C'est le support matériel. Informationnel aussi. Et on fait comment pour choisir une bonne école maternelle? Parce qu'il y a quand même beaucoup de différences. Mais moi, je ne sais pas comment il faut faire. Comment tu fais? Information. Et émotionnel. Émotionnel, bien sûr, c'est la copine, ou même pas la copine, c'est peut-être le boucher qui te dit, ben, hier, ton fils est venu chercher du jambon, il est bien élevé, ton fils, tu fais ça bien quand même. Donc ces trois matériels, informationnels, émotionnels, sont une grande source. Et ce qu'on voit, c'est que les milieux d'accueil et d'éducation de jeunes enfants sont bien sûr des lieux de rencontre. C'est là où on rencontre aussi d'autres parents avec des enfants du même âge. Mais ce qu'on a remarqué dans une recherche chez nous, c'est que les parents qui ont un réseau social suffisamment large élargissent leur réseau social en utilisant la crèche. Alors que les parents plutôt isolés ne le font pas. Donc, c'est vrai que les lieux d'accueil peuvent être un lieu où on trouve des liens qui peuvent être source de soutien social, mais ne le sont pas toujours, et ne le sont pas toujours pour tout le monde. Et pourquoi c'est? Parce que, en tout cas, je parle de la Belgique, si c'est différent pour vous, vous pouvez toujours le contredire, c'est parce que nous formons nos professionnels dans la relation avec les parents différents, comme l'araignée dans l'étoile. La professionnelle est au milieu, ou le professionnel, mais c'est plus souvent la professionnelle, et elle tisse des liens avec chaque parent. Mais ce qu'on fait trop rarement, c'est de voir et d'analyser et d'apprendre comment cette professionnelle a une influence sur la relation entre les parents. Comment on met en lien les différents parents. Et là, en tout cas en Belgique, on pourrait beaucoup apprendre des lieux d'accueil parents-enfants. Ah, pardon. Ah oui, voilà. Oui, la prochaine. Et puis la prochaine. Non, je ne le vois pas. Bon, ça fait bien. Les lieux d'accueil parents-enfants, où qui s'organisent un peu partout dans le monde. C'est une nouveauté. Une nouveauté dans le sens où, oui, les crèches, ça existe 150 ans, mais les lieux d'accueil parents-enfants, c'est depuis les années 70, mais encore plus les années 80 et les années 90, qu'on voit émergir des lieux d'accueil parents-enfants, où justement on travaille non seulement le soutien social, mais aussi la cohésion sociale. Voilà. La cohésion sociale qui est quand même un enjeu important, qui va au-delà du soutien social. Le soutien social, c'est quelque chose qui est important pour chaque parent individuel, mais la cohésion sociale, elle importe pour la communauté, pour le quartier. Les quartiers qui sont de plus en plus divers dans toutes les villes de l'Europe. On parle de la superdiversité, par exemple, à Bruxelles. La superdiversité, ça veut dire qu'il n'y a plus de majorité. Les minorités sont la majorité. À Bruxelles, la dernière fois qu'on a compté, c'est il y a 2 ans, on parle 103 langues différentes. Donc, dans ces villes, Bruxelles, Londres, Paris, Amsterdam, ça pose la question de la cohésion sociale. Quand on fait des interviews avec des jeunes parents dans ces villes-là,
il y a 3 adjectifs ou 3 mots qui reviennent toujours dans ces interviews. C'est solitude, fatigue et mobilité. Oui, fatigue, bien sûr, c'est fatigant d'avoir des jeunes enfants. On dort peu. Ce qui fait aussi un peu le renfermement. On ne voit plus tellement ses amis, on ne sort plus tellement qu'avant. Et surtout, les jeunes couples ou les jeunes mères déménagent dans la ville vers des quartiers un peu moins chers, où on peut avoir une chambre en plus pour le même budget, ou pour plus ou moins le même budget. Et donc, on se retrouve beaucoup en jeunes familles dans des quartiers où il y a beaucoup de mobilité, où les gens vont et viennent, et où il y a très peu de vie des quartiers, justement, très peu de cohésion sociale, justement. Et pour la cohésion sociale, c'est les rencontres légères qui comptent. Pour la cohésion sociale, ce n'est pas une question qu'on doit tous devenir amis l'un de l'autre. Oh non, loin de là. Non, c'est pas ça. Mais c'est qu'il y a quelque chose, à certains moments, qui peut nous relier. Et les jeunes enfants ont ce pouvoir de relier des gens. Parce qu'il y a toujours des questions qui reviennent, des questions qui peuvent être très posées de manière différente pour des gens de différentes origines ou de différents milieux socio-économiques, mais quand même qui ont quelque chose de commun. Par exemple, est-ce que je dois me faire des soucis si mon enfant recrache toujours la nourriture quand je ne la mixe pas? Comment on fait pour que, quand son enfant pleure 10 fois dans la nuit, que le mari, pour une fois, se lève aussi? Ça, c'est des questions qui dépassent les origines, qui dépassent toutes ces différentes publics cibles et qui peuvent nous rassembler. Et c'est justement ces questions qui sont discutées. Je vais revenir, mais je peux revenir. Voilà. Non, voilà. La prochaine, voilà. C'est justement des questions qui sont discutées dans les lieux d'accueil parents-enfants, dont je venais de dire un mot. La dernière fois qu'on les a comptés, et ça fait quand même déjà 6 ou 7 ans, je crois, en France, il y avait 850 de ces lieux d'accueil parents-enfants. Donc ce sont des lieux où un adulte vient avec un enfant et reste avec l'enfant. En Italie, il y en a plus de 400, il s'appelle Spazio Insieme, ou il s'appelle Tempo per le Famiglie, ça dépend un peu de la région, le nom. Je ne connais pas suffisamment la Suisse, ni Lausanne, pour savoir ce qui se passe de ce côté-là ici. Au Japon, il y en a plus de 5000, de ce qu'ils appellent la Kosodateshen Center. Et en Flandre, on commence à les découvrir. En Flandre, on a eu les premières initiatives il y a maintenant 6 ou 7 ans, où les accueillants et les accueillantes ne sont pas des spécialistes de l'enfance, ils sont des spécialistes de l'accueil. Ce n'est pas eux qui donnent un conseil aux parents. Le parent qui se demande mais comment est-ce que je fais pour dépasser, pour ne plus mixer la nourriture, ben, ce n'est pas l'accueillante qui va dire ah moi je ferai comme ça. Non, elle va dire ah mais vous savez, il y a une autre maman qui s'est posé la même question la semaine passée. Je crois qu'elle a trouvé un astuce, on va l'appeler. La mise en lien de personnes. Et là, il y a une compétence auprès des accueillants que je crois que les lieux d'accueil les lieux d'accueil et d'éducation, les crèches et les écoles maternelles pourraient beaucoup apprendre de ces lieux d'accueil parents-enfants. Donc voilà, en bref, quand même un grand potentiel d'agir sur les enfants, sur les parents, par le biais des parents sur les enfants encore, et sur les communautés. Il y a peu de lieux comme ça dans notre société. L'école secondaire est déjà une école très ségrégée, l'école primaire l'est souvent aussi, mais le préscolaire a une potentialité. Mais bien sûr, il y a deux conditions à remplir, importantes, l'accessibilité pour tous et la qualité pour tous.
Donc sur ces deux chapitres-là, je voudrais encore dire quelques mots. Prochaine dia. Voilà. Il y a une énorme inégalité entre les pays de l'Europe. Vous voyez ici le taux d'utilisation des crèches pour les enfants de 2 ans, mais aussi, prochaine dia, dans les pays. Moi, je vis ici, en Belgique, avec un taux d'inégalité de 2. Ça veut dire que les familles aisées utilisent la crèche 2 fois plus que les familles pauvres. Et il y a pire en Europe. Il n'y a que les pays scandinaves, en fait. En fait, c'est une très belle illustration de ce qui a été dit ce matin avant le repas. Si on voit le nombre d'enfants, ou le pourcentage d'enfants pauvres, ou issus de familles pauvres, il faut le dire comme ça, parce que les enfants pauvres, ça n'existe pas, c'est les enfants de parents pauvres. Donc, je recommence. Si on calcule le pourcentage d'enfants de familles pauvres dans les crèches, le pourcentage le plus élevé est toujours dans les pays où il y a une place pour tous et est plus bas dans les pays qui font des politiques ciblées pour les enfants pauvres. Donc les politiques ciblées, ça marche très mal. Prochaine. Voilà. Pourquoi? Pourquoi ces inégalités partout? Je viens de terminer un rapport aussi pour la Commission européenne à partir de données d'experts dans les 28 pays de l'Europe. Et de là, on peut voir qu'il y a quand même des règles générales. Ça a beaucoup à voir avec les politiques de la petite enfance. Il y a 2 sortes de politiques très différentes dans le monde. Il y a des politiques qui financent la demande, il y a des politiques qui financent l'offre. Est-ce qu'on donne de l'argent pour acheter leur place sur ce qu'on pourrait dire le marché ou un quasi-marché d'institutions privées, ou est-ce qu'on finance les services qui alors baissent le prix ou sont gratuits? Et c'est très clair, tous les pays qui financent la demande sont plus inégalitaires que les pays qui financent l'offre. Les pays qui financent la demande sont des pays qui prônent la privatisation en disant que le marché va résoudre, que le marché est inhérent au marché, qu'il est égalitaire, parce que si on donne l'argent aux parents, ils vont créer l'offre. Quand il y a la demande, l'offre va se créer, c'est une des lois du marché. Eh bien, ça ne marche pas. L'éducation ne fonctionne pas comme un marché, et bien heureusement, l'éducation n'est pas un marché. Autre grand problème, c'est que dans beaucoup de pays, on fait une différence entre 0,3 et 3,6. Parfois c'est 2,5, parfois c'est 3,5, mais entre les milieux traditionnellement de garde d'enfants et les milieux traditionnellement d'éducation, comme l'école maternelle. Et quand c'est appelé éducation, on trouve ça normal qu'il y a une place pour tout le monde. Mais quand on appelle ça garde, pour les plus jeunes enfants, pour qui la différence est peut-être encore la plus importante, il y a une longue histoire, une raison historique pour laquelle ces places sont réservées aux gens qui travaillent. Et si on les réserve aux gens qui travaillent, c'est bien sûr plutôt les familles biparentaux, birevenus, qui profitent le plus de ces places. Prochain dia, voilà. Autre raison importante, c'est les disparités géographiques, mais elles sont très différentes d'un pays à l'autre, mais en règle générale, on trouve souvent les places de la meilleure qualité dans les quartiers les plus aisés. Et puis les priorités, quand il y a pénurie de places, et il y a souvent, dans la plupart des pays européens, il y a pénurie de places, surtout pour les plus jeunes enfants, on fait des listes d'attente. Et on se dit, celui qui s'inscrit le premier aura la place. Et ça paraît juste. Ça veut dire que, bon, on commande sa place quand le prédicteur change de couleur. Hein. Mais qui
Ça peut dire 1 an à l'avance souvent. Mais qui peut prédire 1 an à l'avance ses besoins de crèche? C'est celui qui a un emploi stable. Il sait déjà quel jour de la semaine il ou elle travaillera et s'il travaillera plein temps ou mi-temps dans 1 an. Mais celle ou celui qui ne sait pas encore si j'aurai encore un boulot demain, si certainement je ne sais pas si j'aurai un boulot après avoir pris un congé de paternité, de maternité ou de paternité, il ne s'inscrit pas encore. Donc les listes d'attente et les pénuries de places sont toujours des systèmes qui créent une inégalité d'accès. Prochaine dia. Voilà. Donc, les conditions d'accessibilité ne sont pas toujours remplies, surtout ne sont pas toujours remplies pour les plus jeunes enfants. On en vient aux conditions de qualité. On pourrait en dire beaucoup, hein, ça pourrait faire une journée d'études en soi. C'est quoi la qualité et quel est l'état des choses de la qualité? Je vais juste donner un exemple très bref, je vais passer très brièvement sur la communauté néerlandophone de Belgique où je vis et où je travaille, où justement il y a peu, le gouvernement avait commandé une étude. Leur question en fait à l'origine c'est: est-ce que vous, universitaires, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est la qualité minimale et puis faire un état de choses pour savoir combien de crèches ont la qualité minimale? Ma réponse a été: mais pourquoi est-ce qu'on investit de l'argent dans quelque chose que personne ne veut? Parce que personne ne veut la qualité minimale quand même. Donc on va peut-être faire un peu autrement. On va d'abord créer un groupe de réflexion avec des professionnels de la petite enfance, avec des organisations qui représentent des parents, la Ligue des familles notamment, des représentants d'organisations de parents issus de la migration, des ATD Carmonde, donc le commissaire aux droits de l'enfant, donc une large commission qui s'est réunie une fois par mois pendant plus d'1 an pour définir, mais nous, quand on dit qualité, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? C'est quoi la qualité? Donc un référentiel. Et ensuite, dans un deuxième temps, on va créer les instruments pour au moins essayer de mesurer une partie de ce qu'on trouve important. On va d'abord se dire, mais qu'est-ce qui importe vraiment? Et puis on va mesurer, mais il faut bien sûr toujours savoir, dans toutes les recherches, il faut toujours savoir, pas tout ce qu'on peut compter compte. Et tout ce qui compte ne peut pas toujours être mesuré. Si on mesure la qualité, on passe toujours à côté de quelque chose. Comme disait le petit prince, l'essentiel est peut-être invisible. Donc c'est assez complexe, mais ce qu'on a essayé de faire, c'est créer des instruments qui, d'une part, accordent avec ce que nous, localement, en Flandre, trouvons important, ce que nous, on trouve la bonne qualité. C'est peut-être pas tout à fait ce que disent les Américains ou ce que disent les Français. C'est ce que nous, on est d'accord. Mais d'autre part, si c'est trop local, on ne pourra jamais comparer. Et on arrivera peut-être à dire, ah ben, notre qualité, elle est 7 sur 10. Mais qu'est-ce que ça veut dire 7 sur 10? S'il n'y a pas de normes, s'il n'y a pas de comparaison possible. Donc, c'est un compromis entre quelque chose de local et l'international. Tout ça pour arriver à cette petite graphique-ci qui dit, voilà, ça c'est les 6 dimensions qu'on a mesurées. Le soutien émotionnel et le soutien éducatif, l'environnement, le bien-être. Le bien-être, c'est simple. Hein? C'est est-ce que les enfants rient? Est-ce qu'ils s'amusent? Est-ce qu'ils sont bien dans leur peau? Et le involvement, je ne connais pas le mot français, ça veut dire est-ce qu'ils sont bien concentrés dans l'activité? Parce que ça, on sait, c'est très important pour le développement de l'enfant qu'il soit bien concentré dans l'activité. Le respect de la diversité
et le respect des parents. Et puis le soutien émotionnel, ça c'est les deux premiers, soutien émotionnel, soutien éducatif, c'est l'interaction adulte-enfant. On sait très bien que ça compte. Le soutien émotionnel, c'est la mesure dans laquelle l'adulte est sensible aux besoins de l'enfant, est responsif par rapport aux besoins de l'enfant, est près de l'enfant physiquement, est gentil, le met à l'aise. Et l'éducatif, c'est le développement du langage, soutenir le développement du langage, donner du feedback à l'enfant, élargir son expérience. Et ce qu'on voit en Flandre, c'est ce qu'on voit dans toutes les études qui utilisent ce type d'instrument un peu partout dans le monde, c'est que en général, donc ça c'est émotionnel, le soutien émotionnel, on est dans le 3 et le 4, donc ça veut dire ça va assez bien avec les enfants flamands dans la crèche. Ils se sentent bien, ils sont bien pris en charge. Le côté garde est bien fait. Mais le côté éducatif l'est beaucoup moins. Ça veut dire la qualité du langage qu'on utilise n'est pas la qualité qui fera le développement du langage optimal. Pour cet exemple-là. Ce qui n'est pas forcément un problème pour les enfants issus de milieux favorisés qui sont beaucoup dans des environnements langagés riches, mais ce qui pourrait surtout être un problème pour ces enfants-là qui, chez eux, ont moins cette attention, ont moins cet environnement stimulant. Donc, conditions d'accessibilité qui ne sont pas toujours remplies, conditions de qualité qui ne le sont pas toujours non plus. Prochain dia. Pour arriver à des conclusions, il y a récemment, et je crois que ça c'est quand même une évolution très heureuse pour des pays comme le mien, une attention de plus en plus du niveau européen. Il y a eu une recommandation du Conseil de l'Europe sur la qualité des systèmes préscolaires et il y a, prochaine dia, voilà, et il y a maintenant un document qu'on peut trouver sur Internet dans toutes les langues de l'Europe, donc également en français et en allemand bien sûr, et en italien bien sûr, où ce qu'on appelle la qualité et les conditions de la qualité sont énumérées et où on décrit 22 indicateurs de qualité, 22 aspects de la qualité où les États membres de l'Europe peuvent, auxquels les États membres peuvent se référencier pour s'auto-juger, pour se dire mais comment est-ce qu'on fait? Et ce que je voudrais dire ici sur ce document, c'est que pas moins de 8 des 22 indicateurs sont des indicateurs sur le personnel. Parce qu'on ne peut pas bien prendre soin des enfants si on ne prend pas bien soin des gens qui prennent soin des enfants. Je conclus, voilà, je conclus par une dernière dia pour dire voilà le grand potentiel quand même qu'ont ces lieux d'accueil préscolaire. Souvent, quand on parle de l'éducation, on parle de l'éducation obligatoire, qui commence à 6 ans ou à 5 ans dans certains pays. Mais ce qui se passe avant cette date, c'est quand même très très important. C'est très important pour les enfants, pour les parents et pour les sociétés, si les conditions sont remplies, les conditions de qualité, les conditions d'accessibilité et certainement aussi les conditions de travail des gens qui font ce travail. Et je voudrais terminer par citant ce rapport-là, qui a maintenant 10 ans, presque 11 ans déjà, le Child Care Transition, rapport de l'UNICEF. Et l'UNICEF dit, nous vivons dans une époque historique. Jamais dans l'histoire du monde, jamais, nulle part dans le monde, on s'est trouvé dans une position, dans une situation où la majorité des enfants passent la majorité de leur temps en dehors de la famille,
avant l'âge scolaire. Ça ne s'est jamais passé auparavant dans l'histoire. C'est unique. Et cela nous donne à nos sociétés aujourd'hui des moyens jamais vus pour créer des sociétés plus justes. Et qu'on le fasse ou non, dépendra en grande partie, des décisions qu'on prendra par rapport au système éducatif préscolaire. Voilà.